Bonjour à tous, bienvenue sur 8 Mont Blanc. Nous sommes lundi, c'est parti pour une nouvelle semaine d'Accès Direct, votre rendez-vous quotidien sur 8 Mont Blanc. N'oubliez pas, vous avez la possibilité de nous envoyer vos questions ou vos commentaires sur notre page Facebook directement avec le hashtag Accès Direct. Ce soir, une page politique avec le sénateur de Haute-Savoie Jean-Claude Carle. Ce sera ensuite le moment d'Instant Sport comme chaque lundi. Et pour l'occasion, je recevrai Jean-Michel Delaplagne, auteur d'un livre sur le TGFC. Salut Vanette. Salut. Alors on démarre cette émission. Tu vas reparler de l'ETG. Pardon ? Tu vas reparler Je vais de reparler de l'ETG, mais un peu plus côté coulisses. Ah zut. Alors on démarre avec les titres du journal que tu vas présenter. Donc après cette émission, on ira du côté de Bonneval pour des intempéries. Voilà, alors en tout cas les conséquences des intempéries, puisque tu le sais, c'est un hiver complètement exceptionnel. Bonneval n'échappe pas à la règle, c'est toujours un village où il y a beaucoup de neige, mais là particulièrement. Souvent coupé du monde. Souvent coupé du monde, d'ailleurs ça a été le cas cette année. Plus de 9 mètres de neige cumulée, donc là une maison s'est effondrée, donc elle n'était pas habitée heureusement, mais donc c'est Guillaume Vuitton qui a été y faire un tour. Et puis toujours un sujet de Guillaume Vuitton, plein de mini Jean-Baptiste Grange réunis du côté de Valloire. Voilà, c'est devenu une tradition, la JB Cup Valloire, c'est la station du double champion du monde, donc il organise, là on le voit à l'image, chaque année cette compétition qui réunit des skieurs âgés de 6 à 12 ans, donc ça se fait toujours dans la bonne ambiance pour terminer la saison d'hiver en douceur. Merci Fallette, tu reviens en fin d'émission. Allez, quant à nous, on va passer à notre invité du jour. Un invité du jour politique aujourd'hui, Jean-Claude Carle, bonsoir. Bonsoir. Alors je rappelle, pour ceux qui ne savent pas, vous êtes donc sénateur de Haute-Savoie, élu depuis le 1er octobre 1995, si je ne dis pas de bêtises. Vous avez tout à fait il y a donc plus de 22 ans. Qu'est-ce qui vous plaît autant dans ce poste, dans ce rôle de sénateur ? C'est le travail parlementaire, bien sûr, puisqu'un sénateur comme un député est là pour faire la loi. C'est le contrôle, bien sûr, aussi de l'exécutif, du gouvernement. Et puis c'est surtout la relation avec les élus, puisque nous sommes les représentants des collectivités territoriales et avec la population. Justement, à ce propos, est-ce que vous avez le sentiment que les parlementaires, que ce soit les sénateurs ou les députés, ont encore plus d'importance quand on voit les difficultés actuelles et récurrentes des collectivités ces dernières années ? Bien sûr, et les sénateurs en particulier, pour défendre les collectivités qui aujourd'hui sont face à des désengagements de l'État et qui ont des difficultés à boucler leur budget. Notre rôle, c'est effectivement d'être à leur côté pour faire en sorte qu'elles puissent engager les investissements nécessaires. Car c'est vrai que la dette est énorme, plus de 2200 milliards d'euros, mais la dette des collectivités, qui est seulement, j'allais dire, de 200 milliards d'euros, c'est une dette d'investissement, c'est-à-dire liée aux emprunts qui ont été faits, qui est très différente de la dette de l'État, plus de 2000 euros, qui est une dette de fonctionnement, une dette de voilure, et ce sont les investissements qui préparent l'avenir et non pas le fonctionnement. Et nous voudrions que l'État, qui demande aux collectivités de faire des efforts, soit exemplaire, et ce n'est pas encore le cas aujourd'hui. Votre avis en tant que sénateur sur la volonté du Premier ministre Édouard Philippe de réduire le nombre de parlementaires ? J'y suis favorable, je l'ai dit, notamment au cours de ma dernière campagne. Je crois qu'on serait tout aussi efficace avec effectivement 350 députés et 250 sénateurs, à deux conditions. La première, c'est qu'on ne tienne pas compte que de la population, mais qu'on tienne aussi compte du territoire. Et c'est en particulier vrai pour les sénateurs. Et il ne faudrait pas que des départements, aujourd'hui, n'aient plus de sénateurs ou n'aient plus de députés. Ça, c'est la première chose. Donc, oui pour la réduction, mais à condition qu'il y ait au moins un député et un sénateur dans chacun des départements. Et deuxième condition, c'est qu'on réduise d'autant le nombre de hauts fonctionnaires qui sont dans les ministères ou dans les cabinets. Parce que sinon, on ira non plus vers une démocratie, mais, et c'est déjà le cas, vers une technocratie. Alors on va revenir sur quelques gros dossiers de l'actualité au Savoyard. On débute avec les gens du voyage. Vos collègues députés Martial Sadier et Virginie Duby-Muller ont récemment pris la parole dans l'hémicycle pour évoquer ce sujet. Vous les soutenez totalement ? Bien sûr, puisqu'ils n'ont fait que reprendre une loi que nous avions initiée, les trois sénateurs de Haute-Savoie, pour moderniser les textes, qui aujourd'hui étaient assez confus, les compétences, qu'est-ce qui relève des EPCI, qu'est-ce qui relève des communes, essayer que ça soit beaucoup plus lisible, donc si c'est plus lisible, ça sera plus efficace, et rendre aussi les procédures plus dissuasives, en doublant les sanctions pénales et en ouvrant aussi d'autres voies, notamment l'amende forfaitaire. Et je regrette d'ailleurs que l'Assemblée nationale, la majorité En Marche, ait voté
contre un certain nombre d'articles de notre texte. Oui, 6 articles sur 10 qui ont été supprimés. 6 articles sur 10 qui ont été supprimés. Car notre loi, c'est une loi équilibrée qui reprend l'esprit de la loi Besson de 2010, mais l'actualise, car les flux en 2000 étaient beaucoup plus faibles qu'ils ne sont aujourd'hui, et surtout les problèmes étaient entre le mois de mai et le mois de septembre. Aujourd'hui, c'est toute l'année, et vous l'avez vu comme moi, l'occupation de supermarchés et l'introduction de gens du voyage dans un collège qui est absolument inadmissible. Donc ce n'est pas une loi discriminatoire, parce qu'elle ne pourrait pas l'être, sinon le Conseil constitutionnel la censurerait. C'est une loi qui vise justement à ce que des gens qui ont choisi un autre mode de vie qui est tout à fait respectable, respectent les lois de la République. De l'extérieur, on a le sentiment que ce dossier, les gens du voyage, c'est un dossier qui n'avance pas, quels que soient les présidents, quels que soient les gouvernements. C'est un dossier qui traîne depuis longtemps, qui a besoin d'être, je dis, actualisé. Il faut qu'on actualise un mode de vie, un nombre plus important de gens du voyage. Et vous savez, dans les gens du voyage est arrivée, j'allais dire, toute une population qui n'a pas la culture de gens du voyage. C'est des gens qui sont en rupture de ville et qui viennent s'agglomérer. Et c'est ces gens-là qui posent problème. Ici, en Haute-Savoie, c'est une poignée qui pose problème. Et notre texte visait justement à faire en sorte d'éviter ces sauts de puce. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ils s'installent à un endroit, et aujourd'hui, avec les textes actuels, ils peuvent aller s'installer dans la même commune ou dans le même groupement de communes à quelques kilomètres. Eh bien, nous avions mis en place des procédures pour faire en sorte que les autorités puissent les faire déménager et non plus se réinstaller au même endroit sur la commune ou sur la commune d'à côté. Alors un autre dossier qui vous tient à cœur, c'est celui de l'apprentissage, oui, avec là une série de mesures qui vont à l'encontre des professionnels qui accueillent des apprentis. Oui. Vous avez récemment écrit au ministre du Travail. Tout le monde dit l'apprentissage, c'est la voie de l'excellence, ce qui est vrai. C'est car tous les jeunes qui suivent la filière de l'apprentissage, derrière quand ils ont fini leur cursus d'apprentissage, sont embauchés, parce que pour l'entreprise, c'est aussi un investissement. Simplement, aujourd'hui, on a un certain nombre de freins. De freins administratifs, c'est un vrai parcours pour le chef d'entreprise et surtout pour la PME pour signer un contrat d'apprentissage. Et il y a aussi le problème des machines dangereuses, ce qu'on appelle les machines dangereuses. C'est le cas par exemple en hôtellerie. Si le jeune ne peut pas se servir de couteau, comment pourra-t-il apprendre? C'est vrai aussi dans les métiers du bâtiment. Bien sûr, il ne faut pas faire monter le jeune du jour au lendemain au sommet d'une grue, c'est évident. Mais aucun chef d'entreprise ne le ferait. Mais il faut là aussi assouplir ces contraintes administratives, ces contraintes qui gênent à la conclusion de l'apprentissage et qui gênent aussi à l'apprentissage des jeunes. Vous vous êtes aussi beaucoup exprimé sur le projet d'autoroute entre Machy, Thonon-les-Bains, pour le fameux désenclavement du Chablais. Là aussi, une arlésienne, le désenclavement du Chablais. Aujourd'hui, quel est votre point de vue? On sait que la dernière décision ne va pas forcément dans le cadre de C'est malheureusement une arlésienne. Et j'avais en son temps déposé une proposition de loi qui s'inspirait du contournement de Lyon et qui permettait de pouvoir rester dans la DUP qui expirait en 2016. C'est-à-dire qu'il y aurait eu une enquête publique simplement sur le péage. Ça n'a pas abouti parce que certains s'y sont employés. Je le regrette. Aujourd'hui, l'État a dit clairement qu'il souhaitait que ce désenclavement puisse avoir lieu. Il en assumera, dit-il, le portage. Moi, j'aurais préféré que ce soit le département qui assure ce portage, parce qu'on était sûr que ça avancerait beaucoup plus vite. Car aujourd'hui, le vrai problème, c'est qu'on est parti vers une nouvelle DUP, une déclaration d'utilité publique, donc qui va encore retarder, qui devrait débuter en juin. Mais on va avoir un certain nombre de recours, alors que ma proposition, elle limitait tout ça, puisque c'était uniquement sur le péage. Avant de se quitter, un mot sur les 100 ans de NTN SNR, une entreprise que vous connaissez bien, pour y avoir travaillé. C'est aujourd'hui un vrai fleuron local, NTN SNR? Oui, c'est un vrai fleuron. D'abord, c'est le deuxième producteur mondial de roulement. C'est un moment où l'économie est mondialisée, c'est extrêmement important. Et c'est aussi, j'allais dire, une réussite de reprise. Vous savez, je vais vous prendre deux exemples. Il y a eu la reprise de Salomon et il y a eu la reprise d'SNR.
Hein, Salomon a été repris par le groupe Hammer, qui était essentiellement un groupe financier. Aujourd'hui, l'outil de production de Salomon, il a quasiment disparu du territoire français. SNR a été repris par un industriel, hein, qui était aussi un concurrent, mais qui avait la culture du roulement, qui avait la culture de l'entreprise. Et aujourd'hui, nous devons être extrêmement vigilants. Quand il y a une reprise, on dit que ça a été repris par un étranger. Moi, ce n'est pas l'étranger en termes de nationalité qui m'inquiète, c'est l'étranger en termes de culture de l'entreprise. Et on voit quand une entreprise est reprise par quelqu'un qui a la culture, ça, c'est beaucoup plus pérenne que si c'est un groupe financier, hein, qui va gérer en haut de bilan, alors qu'un industriel, lui, il gérera, j'allais dire, à long terme, avec une vision aussi de son outil de préserver son outil de production. C'est une belle réussite. C'était pas sans risque. C'était pas sans risque. On a tous été. Et puis ça fait 100 ans que ça dure. Et ça fait 100 ans que SNR, comme NTN d'ailleurs, oui, hein, ont fêté leurs 100 ans, mais ça fait maintenant plus de 10 ans, hein, que le groupe NTN-SNR existe, se développe, et j'ai qu'un souhait. Hein, c'est que ce groupe continue à se développer parce que c'est une entreprise qui m'a beaucoup apporté, qui m'a beaucoup appris. Merci beaucoup Jean-Claude Carr de nous avoir consacré ces quelques minutes sur le canapé d'Accès Direct. Merci à vous. Merci beaucoup. Je vous invite à rejoindre la régie. Merci. Vous en avez désormais l'habitude comme tous les lundis, c'est l'Instant Sport. Alors ce soir, nous allons parler football et de l'ETGFC. Je sais qu'il y a beaucoup de supporters de l'ETGFC qui nous regardent, mais d'une manière un petit peu différente de ce qu'on a l'habitude de faire. Jean-Michel Delaplane, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes l'auteur de ce livre qui s'appelle ETG, le rêve inachevé, un titre qui résume, je pense, la pensée de beaucoup d'observateurs et de supporters des Roses. Oui, il y avait deux possibilités. Dont je fais partie. Oui, je sais. Il y avait deux possibilités. C'était un titre qui traduise toute la douleur que nous avons ressentie à voir ce club disparaître. Mais le titre aurait été plutôt négatif. Donc, en réfléchissant, j'ai opté pour un titre plus positif, un rêve inachevé. Ce qui veut dire que d'autres rêves sont possibles. Alors donc vous avez été administrateur à l'ETGFC pendant 30 mois, de 2013 à juin 2016. Déjà dites-nous concrètement ce qu'est un administrateur d'un club de Ligue 1. Eh bien un club de Ligue 1, c'est un club qui est régi par un statut de société commerciale avec une petite variante. Donc comme dans toute société, ou presque, il y a ce qu'on appelle un conseil d'administration composé d'administrateurs. Nous sommes en charge de participer à la vie du club, à sa... Non pas sa gestion directe, mais à valider ses grandes orientations. Voilà ce que c'est qu'un administrateur dans une société. Comment est-ce que vous êtes entré au conseil d'administration des Roses ? Eh bien, par hasard. Après, on dit que le hasard ne favorise que les esprits bien préparés. Je ne sais pas si l'esprit était préparé, mais vraiment par hasard, par relation tout simplement, mais aussi parce que le club vivait une période difficile, avec un changement de direction, et les actionnaires étaient à la recherche de nouveaux administrateurs, implanté dans le territoire et capable d'accompagner et de porter ce nouveau projet. Pour ce qui me concerne, j'ai été intéressé par ce projet parce que j'aime le football depuis très très nombreuses années. J'ai l'habitude du fonctionnement des entreprises et puis j'avais confiance dans les hommes qui m'ont présenté ce projet. Pourquoi avoir choisi d'écrire ce livre ? Vous vouliez briser quelques tabous ? Briser des tabous, non, mais c'est une bonne question. C'est une bonne question que je me suis posée pendant pas mal de temps. J'ai eu le sentiment, si vous voulez, de manière très sincère, que j'ai très mal vécu cet échec. Je me suis interrogé en me disant, est-ce que j'ai ma part de responsabilité ? En tant qu'administrateur, c'est la question qu'on doit se poser si on a une vision responsable de notre fonction. Donc j'ai très mal vécu et à un moment donné, je me suis rendu compte aussi que dès que l'ETG entre dans une conversation, même si ça n'est pas le sujet principal, eh bien, le sujet principal devient accessoire et mes interlocuteurs parlaient de l'ETG. Je me suis dit vraiment, il y a encore une envie de parler, il y a quelque chose, une cicatrice qui est là, qui n'est pas fermée. Et puis, ça rejoint également une envie personnelle profonde, de longue date, qui fait que je m'intéresse à l'écriture. J'avais envie d'écrire depuis de très nombreuses années.
Je n'ai pas fait les études littéraires que j'aurais aimé faire. Et donc, c'est toute cette conjonction de facteurs qui a fait que j'ai écrit ce livre. Alors on va faire une petite pause, Jean-Michel, avec le TGFC. Mardi soir avait lieu la 5e cérémonie des Chronos d'Or, qui récompense les meilleurs skieurs et skieuses de l'année. Le conseil départemental de la Haute-Savoie avait profité de l'occasion pour réunir tous les médaillés olympiques et paralympiques de Pyeongchang. Reportage. Le vainqueur est, roulement de tambour, Martin Fourcade et Pierre Vautier. Une fois n'est pas coutume, Martin Fourcade a dû partager les honneurs de la première place avec Pierre Vautier ce mercredi soir lors de la cérémonie des Chronos d'Or 2018. En cette année olympique, ce sont 2 champions d'exception qui ont été récompensés du titre de champion des champions. Très flatté par ce vote et aussi très flatté parce que Martin a pu dire de moi et simplement d'avoir partagé ce moment avec lui. Je pense que il a vraiment l'étoffe des plus grands champions. Et bon, moi à mon niveau, certes inférieur, j'ai vraiment apprécié ce moment. Organisé conjointement par le conseil départemental de Haute-Savoie, la Fédération française de ski et le Dauphiné libéré, cette soirée a parfaitement clôturé une année encore très forte en émotion. Il y a plus de 300 000 licenciés sportifs dans ce département. Un département de 800 000 habitants, 300 000 licenciés. 23 000 font du ski. Lorsqu'on prend la destination Savoie-Mont-Blanc, c'est la première destination internationale en matière de tourisme. Ce quotidien, on essaie de l'accompagner au plus haut niveau, mais on regarde également au quotidien ce qui se passe. Cette remise des Chronos d'Or, c'est un peu le vrai baromètre en fin de saison de ce qu'on a été capable de réaliser ou pas. Quand on voit cette soirée, salle pleine, l'intérêt que les gens portent à l'ensemble de nos disciplines, du ski et du snowboard, quand on voit la manière dont nos champions s'expriment et ce qu'ils peuvent véhiculer comme émotion, comme image, je crois que c'est une vraie réussite. Comme chaque année, difficile de ressortir des individualités dans cette équipe de France complète et performante sur tous les terrains. Mais comment ne pas mettre en avant Martin Fourcade et Marie Baucher, les 2 porte-drapeaux qui auront illuminé de leur classe cette Olympiade. Ça a été une saison qui a été très dense avec 3 gros événements pour moi qui ont été la Coupe du Monde au Grand Bornand, les Jeux Olympiques et la fin de saison de Coupe du Monde avec le classement général. Donc voilà, c'est sûr que c'est énormément de bonheur parce qu'on remplit tous ces objectifs et parce qu'on les dépasse même parfois. C'était complètement fou aussi de réussir à rester à ce niveau-là pendant 4 ans. C'est aussi ça qui me touche après ces Jeux. C'est ce que je retiens, c'est d'avoir réussi pendant 4 années à maintenir ce niveau, à l'augmenter pour rester au top de ma discipline. C'est maintenant l'heure de vacances bien méritées pour la plupart de tous ces athlètes qui ont une fois de plus porté très haut les couleurs de la France. Cette cérémonie des Chronos d'Or, encore une fois, toutes nos félicitations aux athlètes de l'équipe de France. Et puis en complément de ce reportage, je vous propose d'écouter quelques réactions recueillies sur place. Je vais là-bas, je me fais plaisir, haut la main d'ailleurs. Et en plus, je remporte 4 médailles d'argent. C'était juste énorme, impensable. Et voilà, maintenant, j'en suis là. J'avais pas de pression en y allant. J'ai réussi à garder ce statut de sans pression, en quelque sorte. Même après les premières médailles, voilà, j'y suis allé serein avec vraiment l'envie de me faire plaisir. Et ça a marché, donc dans 4 ans, j'y retournerai avec l'envie de me faire plaisir et j'espère que ça marchera aussi. Mon objectif, c'était 3 médailles d'or. Mais avant de partir, au final, je me suis dit que ça faisait peut-être un peu beaucoup. Et après, le fait d'avoir fait la première médaille d'or sur ma première course, ça m'a vachement libéré pour la suite. Et après, voilà, tout ce qui venait en plus à côté, c'était vraiment un plus. Mais après, voilà, les 2 médailles d'argent en plus, c'est juste du bonheur aussi. Et la totalité, c'est vraiment du bonheur. Mais non, je ne m'attendais pas à faire 5 médailles en 5 courses. Et ce qui est important quand même dans une carrière, c'est de pouvoir ramener au moins quelques médailles, que ce soit aux championnats du monde, mais aussi aux Jeux Olympiques. C'est des événements qui sont vraiment particuliers. On a toujours à cœur, en tant qu'athlète, mais aussi quand on est jeune, de pouvoir y briller. Et donc très clairement, on va dire que c'est une forme d'accomplissement dans une carrière de sportif. De pouvoir répondre présent et de belle manière là-bas. Donc je dirais que le bilan de mon hiver est très bon et très positif. En Coupe du Monde, il y a eu un peu plus de lacunes, mais voilà, on va dire que ça passe au second plan étant donné que le réel objectif de l'année, c'était les Jeux. Jean-Michel Delaplagne, je rappelle que vous êtes donc l'auteur de ce livre, ETGFC, Le rêve inachevé. Vous qui avez vécu la chute du club de l'intérieur, est-ce que vous avez eu le sentiment que cette descente aux enfers était inéluctable? Non, absolument pas. Elle n'était certainement pas inéluctable. Le TG faisait partie de ces clubs
5 ou 6 clubs sur les 20 clubs de Ligue 1 de structures encore fragiles parce que jeunes, donc avec une probabilité de descente en Ligue 2 un peu plus forte que d'autres clubs fortement installés. Néanmoins, nous avions d'énormes atouts, même si nous avions aussi quelques inconvénients, mais nous avions d'énormes atouts. On peut en citer quelques-uns. Nous sommes dans un département qui est riche, avec un potentiel économique incroyable. L'engouement du public était là. On l'a vu lors des gros matchs. Exactement. Contrairement à ce qu'on a tendance à dire, il peut y avoir une culture du football en Haute-Savoie. Et donc les spectateurs qui étaient là ont prouvé cet intérêt pour le club. Il y avait des actionnaires qui étaient prêts à entrer, à apporter de l'argent. Et puis, il y a, même si ce point, ça n'est pas ma spécialité, mais je m'en suis rendu compte, il y avait un travail de formation tout à fait remarquable qui était mené par les animateurs, les entraîneurs, et qui ont déjà produit, pendant la vie de l'ETG, quelques jolies pépites qui se retrouvent aujourd'hui dans des clubs européens, voire en équipe de France de junior, ou en tout cas pas tout à fait espoir encore. Mais donc il y avait un vrai potentiel, un vrai savoir-faire. Donc il y avait des atouts très forts, et il fallait autre chose que ce qu'on a vécu pour réussir. Mais en tout cas, certainement pas notre descente ou notre échec n'était certainement pas inéluctable. C'est une évidence. Une dernière chose, est-ce qu'il y a des choses justement qui vous ont particulièrement choqué pendant ces 30 mois dans les arcanes de ce club de Ligue 1? Alors, choqué, tout dépend de l'intensité que l'on met derrière le terme. J'ai été surtout, on va dire, surpris par le manque de méthode, par le manque de vision, malgré les efforts, je ne suis pas le seul, mais malgré les efforts que nous avons été quelques-uns à faire et toutes les explications que nous avons données, parce que la réalité des chiffres était là. Et même si en matière de finance, en matière de management, nous ne sommes pas dans des sens tout à fait exacts, où 2 plus 2 font absolument 4, il n'empêche que néanmoins, vous avez quand même des grandes tendances qu'il faut respecter, des grands équilibres qu'il faut respecter. Et si ces grands équilibres ne sont pas respectés, on sait que la fin devient inéluctable. Donc pour répondre précisément à votre question, c'est un manque de vision, un manque d'ambition. Pour quelles raisons ? Je n'en sais rien, j'avoue que j'ai encore des interrogations, ça relève du domaine psychologique et plus du football ni même de la finance. Mais je n'ai pas été choqué, ce n'est pas le qualificatif que j'utiliserais. Voilà. Merci beaucoup en tout cas Jean-Michel, on rappelle donc votre livre « ETG, un rêve inachevé ». Pour tous les amoureux de TGFC, il y en a beaucoup. Voilà, et juste il y aura une présentation de l'ouvrage à la librairie de Citre à Annecy le samedi 21 avril à 15h pour les personnes qui sont intéressées. C'est noté. Merci beaucoup. On va prendre la direction de la Savoie où nous attend Pierre-Emmanuel Danger, le président des Éléphants de Chambéry, équipe de hockey sur glace. Président, bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, félicitations, puisque je rappelle, donc, les Chambéry est donc champion de Division 2 de hockey sur glace depuis hier. Depuis hier dimanche, j'imagine que la nuit a dû être un petit peu courte. La nuit a été courte, en effet. Le week-end a été long, on va dire. Alors, ce titre, champion de France de Division 2, donc, qui correspond à la 3e division, le 3e échelon national, qu'est-ce qu'il représente ? Ça représente beaucoup, ça représente l'aboutissement d'un an de travail, puisque avec mon équipe, avec le vice-président dédié à la D2, Bernard Curtet, et notre nouveau coach Romain Sadouane et son directeur sportif Jean-Robert Becquart, nous avons travaillé pendant un an pour construire une équipe, pour construire un état d'esprit et aller le plus loin possible. Et la réussite a été là, la chance a été avec nous, le public était derrière nous et ça nous a amené jusqu'à ce fabuleux week-end que nous avons vécu hier. Alors vous succédez au palmarès de cette Division 2 à Annecy. Justement, la Division 2 semble priorité des clubs Savoie-Mont-Blanc. Vous évoluerez donc en Division 1 la saison prochaine. On sait que dans le hockey, le côté structurel peut empêcher certaines progressions. Est-ce que votre club est suffisamment armé justement d'un point de vue structurel pour évoluer la saison prochaine en Division 1 ? On y travaille, comme je disais, on a la chance d'avoir une équipe d'encadrants qui est assez étoffée. On a su, avec Bernard Curtet, rassembler, fédérer un maximum de gens justement pour affronter la Division 1 et ses contraintes, puisque c'est une certaine marche, et d'un point de vue sportif, d'un point de vue financier, d'un point de vue structurel.
Aujourd'hui, on s'y est préparé rapidement parce que je dois avouer que même si on souhaitait aller le plus loin possible, même si certains nous donnaient favoris, on a toujours gardé les pieds sur terre et on s'est toujours concentré au match qui suivait. Et puis, il a fallu se résoudre le soir des demi-finales qui nous ont permis d'accéder à la D1. Donc, depuis 15 jours, on travaille d'arrache-pied pour être prêt en septembre prochain. Avec la double descente en D2 d'Annecy et Courchevel, Méribel-Pralognan, vous devenez d'un coup la troisième force locale. Ça va vite le hockey? Le hockey, ça va très vite. Effectivement, on est extrêmement déçus parce que ces deux très belles équipes, ça nous aurait offert des grands derbies savoyards et haut-savoyards. Maintenant, c'est sûr, ça nous met sur le devant de la scène. Et ça, par contre, on en est très fiers. Et je dois avouer que d'un point de vue sportif, on espère rapidement retrouver ces deux équipes en D1. Vous êtes un président ambitieux, vous ne nous en cachez pas. Cette montée, c'est donc, j'imagine, une première étape non négligeable dans le développement du club. Effectivement, c'est un projet de club qui se veut ambitieux, mais réaliste à la fois. Chambéry, c'est une des grandes capitales des Alpes, une des grandes places fortes en matière de destination aux couleurs de la montagne, des sports d'hiver. Et quand on a repris le club avec mon équipe, le souhait était de contribuer à construire, à bâtir cette image de ville, de porte des Alpes pour la ville et l'agglomération de Chambéry. Donc aujourd'hui, le travail qu'on fait va être poursuivi et avec à la fois cette équipe Fagnon, mais aussi les jeunes. On souhaite vraiment venir épauler le travail que fait Grenoble en matière de formation des jeunes pour avoir les meilleurs joueurs qui puissent être dans le championnat et ailleurs. Merci beaucoup Pierre-Emmanuel, profitez bien de cette trêve bien méritée. Merci à vous. Merci. Allez, l'instant sport c'est fini, mais l'émission n'est pas terminée puisque Fanette, tu m'as rejoint pour la fin. On va commencer avec la revue de presse. Oui. On démarre avec des nouvelles images du chacal doré de Haute-Savoie. Ah non, c'est pas ce que j'avais. On va dire que pour les acteurs de l'économie, la montagne c'est Dallas. Voilà, c'est un peu ça. Il semble que ce soit la justice ou les instances de contrôle comme les cours régionales de compte s'intéressent de plus en plus aux conflits d'intérêts qu'on peut trouver dans les stations, dans les domaines skiables. Il donne plusieurs exemples, et notamment celui de Morzine. Gérard Berger, le maire de Morzine-Avoria, est élu depuis 2010. Il a été réélu en 2014 avec 100% des voix. Et parallèlement, il est accusé de conflit d'intérêts parce qu'il est entrepreneur, maire donc, et il siège également à la Société des remontées mécaniques de la station. Et il semble que certaines sommes interpellent. Donc une instruction est en cours. Il y a évidemment la présomption d'innocence. Mais en tout cas, l'élu, en attendant, est toujours en place. Et c'est un exemple parmi d'autres qui montre que parfois les montagnards s'organisent un petit peu comme ils veulent. Donc c'est assez intéressant ce dossier parce qu'il y a aussi tout le regard historique sur les pays de Savoie qui ont toujours eu une forme de défiance par rapport aux lois qui venaient de Paris, etc. Donc voilà, un dossier intéressant à lire dans les acteurs de l'économie. Et puis donc des nouvelles images du chacal doré aperçu il y a quelques temps. Alors c'est même mieux que des nouvelles images, c'est la première image en couleur du chacal doré en France. Elle a été saisie par Christophe Gilles qui est de la FRAPNA, donc l'association, la fédération régionale, voilà, je ne me souviens plus, mais donc c'est une association environnementale dont on parle souvent sur 8 Mont-Blanc. Et donc en mars 2018, il a réussi à avoir ces clichés-là, donc c'est une première en France, c'est la première fois qu'on a des images couleur du chacal doré. Le chacal doré qui a déjà été repéré en Suisse. Et en fait, il semble que petit à petit, il s'oriente vers l'ouest de l'Europe parce que son noyau initial, c'est plutôt du côté de l'Europe du Sud-Est. Donc, il va peut-être falloir s'y habituer. Mais en tout cas, en attendant, ça reste très rare. Et ça fait très beau cliché. Très beau cliché. Et puis, on va parler d'une entreprise qui se porte bien. Oui, l'entreprise de ce monsieur Giscard d'Estaing, puisque le Club Med a annoncé ses résultats pour l'exercice 2017. Et ils sont en très nette progression par rapport à 2016. Le leader mondial des vacances, tout compris haut de gamme, confirme sa montée en gamme il a vu son volume d'affaires progresser de presque 4% pour grimper jusqu'à 1,52 milliard d'euros. Beaucoup de zéros. En ce qui concerne le nombre de clients, la progression est encore plus significative avec plus 6,6%, soit 1 340 000
vacanciers. C'est la plus forte évolution enregistrée depuis les années 2000, depuis même l'an 2000. Et l'avenir s'annonce prometteur puisqu'on rappelle le resort Les Arcs Panorama qui ouvrira en décembre 2018 affiche déjà un nombre de réservations record. Un dernier chiffre pour illustrer la très bonne santé financière du Club Med. Entre 2017 et 2019, 15 nouveaux resorts sont sortis ou vont sortir de terre. Et puis ça chauffe aussi dans les prisons à Genève, parce Oui, qu'on parle régulièrement en France, côté français, mais à Genève mais aussi chez nos voisins, puisque ça se passe dans le canton de Genève, à la prison de Chandolon. Alors que le nombre de détenus a été réduit d'un tiers, ce sont les gardiens qui brillent par leur absence. Le taux d'absentéisme des surveillants est passé de 8,7% en 2014 à 13% actuellement, avec même un pic à 17% pour le mois de novembre 2017. À l'origine de cette augmentation, une loi entrée en vigueur en mars 2017 qui remet en cause certains acquis sociaux. C'est une réforme jugée déconnectée des besoins du terrain par les agents de détention. Au mois de mai 2017, le directeur de la prison, M. Constantin Franciskakis, avait d'ailleurs été limogé suite à un mouvement social des surveillants. Donc ça chauffe un petit peu, on va voir ce que ça va donner pour la suite, mais c'est compliqué. Merci, Fanette. On finit avec cette émission. On est dans les temps, ouais, on est dans les temps. Un mot rapide, les titres du JT. On va parler de Bonneval avec de la neige, beaucoup de neige. Bonneval où il est tombé plus de 9 mètres de neige cette année. D'habitude, on est autour de 5-6. Donc, conséquence directe, un toit, enfin une maison en fait s'est effondrée. Heureusement, elle n'était pas habitée. Et donc, voilà, c'est Guillaume Vuitton qui y fait un tour aujourd'hui. Et puis, on voit sur ces images, la JB Cup, Jean-Baptiste Grange Cup, a eu lieu ce week-end à Valloire. Voilà, c'est la station du double champion du monde. Donc, chaque année, là, ils étaient près de 600 jeunes âgés de 6 à 12 ans à se disputer dans la bonne ambiance. Donc, voilà, c'est Guillaume Vuitton également qui a été y faire un tour. Merci, Fanette. Merci à toute l'équipe en régie, merci à vous pour votre fidélité. Demain mardi, c'est toi, Fanette, qui prendra ma place, on change. Tu recevras notamment Laurent Roy, le directeur général de l'agence de l'eau Rhône-Alpes. Passez une très bonne soirée sur 8 Mont Blanc.